Bonjour, bienvenue dans l'éco-responsable du pays viennois, une nouvelle émission de Vienne TV où on va rencontrer des acteurs du développement durable, de la transition écologique. Pour ce premier épisode, on va commencer avec un lieu que vous connaissez pour les activités de loisirs, c'est l'île Barlet. L'île Barlet, c'est un lieu sympathique, mais est-ce que vous connaissez toutes les facettes de l'île Barlet? Est-ce que vous le connaissez bien? C'est ce qu'on va aller constater et pour l'occasion, on a mis les bottes. Bonjour. Bonjour. Jérémy Riquier, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Saint-Étienne et du coup, je m'interroge, quel est votre métier? Du coup, une partie de mon temps est accordée à l'enseignement auprès d'universitaires qui sont étudiants en licence, en master, et l'autre partie de mon temps est dédiée à des activités de recherche, notamment sur le fonctionnement de cours d'eau tels que le Rhône ou la Loire. Bon, alors moi j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que le Rhône, on le voit ici, puis là on a l'impression que c'est encore le Rhône. On est sur une île et de chaque côté on est entouré, mais finalement c'est un bras mort ici, c'est quoi? Exactement, il s'agit de ce qu'on appelle localement une laune, donc il s'agit d'un ancien bras du fleuve qui a été abandonné en partie par le cours d'eau. Et du coup, ici on se trouve sur le site de la laune Barlet et on peut voir que cette laune en l'occurrence est encore connectée à son extrémité aval avec le Rhône. Donc au sud on a de l'eau qui remonte et en amont on a aussi de l'eau qui arrive? En l'occurrence, sur ce site, oui, l'extrémité amont est busée. Et du coup, on a quand même une connexion permanente avec le fleuve sur l'extrémité amont. Et par l'aval également, via un fonctionnement par retour d'eau, par reflux. Ah, du reflux, d'accord. Alors moi, j'aimerais vous emmener voir un peu plus en amont pour qu'on comprenne comment elle s'alimente et comment elle est connectée. Allons-y. Donc là, on arrive finalement à l'embouchure de la Laune. On voit le Rhône d'un côté, puis cette Laune partie amont, cette fois. C'est là où l'eau rentre, arrive du Rhône directement et se connecte au bras mort qu'on a un petit peu plus loin. Donc là, on quitte l'entrée de la Laune, juste derrière nous. On arrive sur sa petite embouchure, il n'y a même pas 20 mètres entre les deux. Ça a été busé naturel, c'est pas naturel. Ça a été busé, bétonné pour faciliter justement l'entretien, j'imagine. Empêcher que des embâcles se créent. Ces embâcles, c'est des amas de branches et de souches. Là d'ailleurs, il y en a pas mal à l'entrée, donc il y a une espèce de plaque qui protège tout ça. Donc on laisse le Rhône avec un espace très ouvert dans notre dos. Et puis là, on arrive sur la Laune qui, elle, est toute fermée, recroquevillée un peu sur elle-même, avec une ambiance bien particulière. Est-ce qu'on peut parler d'un écosystème Laune ? Complètement. Ces bras ont une grande importance d'un point de vue écologique. Ils ont de nombreuses fonctions écosystémiques. C'est des hotspots de biodiversité. Ils servent de sites de reproduction, de sites de nourrissage, de sites de grossissement pour les alevins, par exemple. Ah oui, ça sert un peu de nurserie pour les poissons, ils sont protégés là. Exactement, de sites de reproduction pour les brochets. C'est un milieu qui est complémentaire de ce qu'on peut retrouver dans le chenal principal du Rhône. Alors, on les voit les limons là, justement, on a passé la buse, l'eau arrive, l'eau rentre, elle a été déviée finalement du Rhône. C'était un procédé naturel avant que ça soit busé. Exactement, avant d'être Laune, un bras fluvial est connecté à la fois à l'amont et à l'aval avec le fleuve. Et naturellement, il va avoir tendance à se bloquer sur son extrémité amont. Et à partir de ce moment-là, on va avoir de plus en plus de limons qui vont venir combler le bras. On a justement compris un petit peu mieux le fonctionnement de cet écosystème fragile, la Laune. Donc il y a une richesse, il y a un écosystème particulier. On va aller rencontrer un spécialiste des zones humides. Je vous remercie pour tous ces éléments. Bonne suite, Jérémy, au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Paul Monin, le directeur de l'île du Beurre. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la mission de l'île du Beurre sur l'île Barlet ? Alors la mission de l'île du Beurre sur l'île Barlet, c'est d'apporter notre expertise en termes de sécurisation dans la forêt alluviale. La forêt alluviale, c'est une forêt avec des arbres qui vieillissent, des arbres qui tombent, des arbres qui peuvent pourrir sur pied. Et c'est super intéressant pour la biodiversité. Et alors quel est l'avantage? Parce que le commun des mortels pense toujours qu'il faut nettoyer, laisser propre, etc. Donc là on laisse faire la nature, si j'ai bien compris. Quel est l'avantage de laisser faire la nature justement? Laisser faire la nature, surtout dans la vallée du Rhône, on est dans des milieux qui sont très contraints, où on n'a plus beaucoup de milieux sauvages, tranquilles. Ça permet de recréer une petite dynamique forestière, qui est la dynamique naturelle finalement, et d'avoir des arbres qui vieillissent, qui ont des creux, qui ont des cavités, dans lesquels peuvent nicher certaines espèces. Un arbre qui fait son cycle naturel complet en fait. C'est ça, Parce qu'on a un exactement. peu l'habitude des parcs urbains où on va couper les arbres pour ne rien laisser pourrir sur place. Et là, c'est ce que vous essayez de faire en fait.
Ce qu'on essaie de faire, en effet, c'est d'appliquer le principe que pour nous, le bois mort, c'est le début de la vie, finalement. Quand il y a un bois qui meurt, il y a les champignons qui vivent dedans, il y a tout un tas d'insectes, il y a des oiseaux qui se mangent ces insectes, qui nichent dedans, voilà. C'est le gîte et le couvert pour beaucoup d'espèces. On est dans une espèce de forêt avec des saules, des peupliers qui sont typiques de la vallée du Rhône, enfin des vallées alluviales. Et puis il y a des résurgences d'eau dans des endroits qui sont un peu plus bas ou qui ont un sol un peu plus poreux où l'eau peut passer de la nappe jusqu'à la surface. Par capillarité? Par capillarité, exactement. Et là, les gens, ils viennent pas jusque-là. Non, les gens, ils viennent pas jusque-là parce qu'il n'y a pas de sentier, justement. On est vraiment dans la forêt mal rangée. La forêt mal rangée. Le côté feuilles mortes, ça apporte des nutriments dans la mare, donc Ouais. ça apporte pas mal de choses aux plantes et aux animaux qui vivent dedans. Mais par contre, quand il manque une dynamique un peu forestière, c'est-à-dire des arbres qui tombent, qui réouvrent des trous, où il y a du soleil qui rentre pour que la lumière aide à décomposer les feuilles, on se retrouve en effet avec un entassement et une mare qui se comble. La mare qui se comble, elle va se traduire par une avancée de la roselière, ce qui est un habitat super intéressant aussi pour pas mal d'espèces. Et après, la roselière laissera place à la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé, c'est que l'arbre est mort sur pied, tout simplement. C'est un saule, un vieux saule qui est mort sur pied. Et puis, comme il a commencé à pourrir, à être un peu plus tendre, il a été colonisé, comme je le disais, par des champignons qui ont commencé à manger le bois. Ensuite sont arrivés des insectes qui se nourrissent soit des champignons, soit du bois. Et puis les insectes, ils attirent d'autres animaux plus prédateurs, qui sont les oiseaux. Et là, typiquement, on voit des trous de pics. Le pic fait des trous dans le bois pour aller chercher les larves d'insectes. Donc ça peut aller assez profondément. Et donc ça contribue à la décomposition de la matière. Ça contribue à la décomposition de la matière. Et la décomposition de la matière contribue à nourrir aussi le pic. C'est vraiment la boucle est bouclée. Alors le fait de laisser au sol les bûches ou les coupes de bois qu'on peut faire, ça contribue à la biodiversité parce que y a toute la faune du sol qui s'en nourrit aussi, parce que le pic, il ne mange pas forcément que sur les arbres sur pied, mais aussi les arbres au sol. Et typiquement, on a l'impression que c'est une forêt mal rangée, entre guillemets. Et nous, ce qu'on veut, c'est une forêt mal rangée. Parce que c'est celle qui est le plus favorable à la biodiversité, finalement. Est-ce que le castor, il vient jusque-là? Le castor, il vient pas jusque-là parce qu'on est un peu loin des berges du Rhône. Et comme il est assez paresseux, il préfère pas trop s'éloigner. I wish that I could see what the hell is wrong with me, but I don't. No, I'm getting there, but it's getting so hard. Alors on peut voir que c'est assez récent déjà, et puis ce qu'on peut voir, c'est assez caractéristique des peupliers, c'est que c'est des arbres qui vont pas chercher l'eau très loin, et donc qui sont pas très bien enracinés. On est vraiment sur quelque chose de très... Il n'y a pas de pivot, c'est tout en... C'est ça, c'est très très horizontal, on voit un peu les sorties de racines, et du coup forcément c'est des arbres qui tiennent moins bien au vent. Donc quand il y a un coup de vent, c'est les premiers à tomber, et quand ils partent, ils emmènent un tas de terre avec eux, et on se retrouve avec un espèce de chablis mare qui est super intéressant pour la biodiversité. Donc là, comme c'est une petite pièce d'eau, qu'elle est ensoleillée parce que l'arbre est tombé, et l'eau chauffe plus vite, du coup les bestioles qui sont dedans sont plus réactives dès maintenant. C'est vraiment un endroit merveilleux pour le martin pêcheur, parce qu'il a à la fois la terre dans laquelle creuser, faire son nid, et à la fois l'eau en dessous pour soit pêcher, soit être tranquille et pas se faire embêter par les prédateurs. Donc c'est vraiment typique de la forêt alluviale qui se transforme le long de la vallée du Rhône. Là, Qu'est-ce que c'est que on a cette bestiole? une jeune grenouille rieuse. Il y a déjà eu de la reproduction là? Ça, c'est des grenouilles de l'année dernière. Les grenouilles, elles vivent quelques années, donc les petites jeunes de l'année dernière, elles ont passé l'hiver au chaud dans un tas de feuilles ou sous du bois mort, typiquement. On a un joli trou d'eau qui permet du coup, c'est une sorte de nurserie en quelque sorte. C'est vraiment une sorte de nurserie où elles peuvent grossir tranquillement sans forcément se faire bouffer par Et puis c'est pas connecté avec le Rhône, du coup il n'y aura pas de prédateurs. C'est ça, exactement. C'est super intéressant là-dessus. Mais celui-là, il est vraiment particulièrement beau. Je vais la remettre à l'eau. Oui. Alors on rappelle que c'est une espèce protégée, tous les reptiles et batraciens sont protégés par la loi. C'est ça. Et il faut une demande de dérogation pour pouvoir les capturer. Voilà. Bon c'était très très chouette, très intéressant. C'est un milieu qu'on ne soupçonnait pas du tout. Moi je pensais vraiment que l'île Barlet c'était que le côté touristique. Je suis très content d'avoir appris toutes ces choses avec toi, Paul. Et puis on aura peut-être l'occasion de faire un autre sujet sur l'île du Beurre, parce que là vous sortez un petit peu de votre zone de prédilection, on va dire. En tout cas merci pour toutes ces informations. De rien. On a
un petit peu plus d'informations maintenant sur les Launes, le fonctionnement de cet écosystème un petit peu particulier et fragile. L'agglomération Vienne-Condrieu, vous le savez, en regorge. Nous avons plusieurs exemples. Ici, l'île Barlet, qui est un bon témoignage. Et j'espère que vous respecterez dorénavant un petit peu mieux ces milieux humides. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!